Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Le président de la Banque africaine de développement a été reconduit dans ses fonctions le 27 août dernier. Sa réélection intervient dans un contexte de crise sanitaire marqué par la présence du Covid-19. Les défis à venir sont donc importants et nous parlerons de tous ces points avec Marie-Laure Ndogosé Akin-Oloubadi, la directrice générale de la Banque africaine de développement en Afrique de l'Ouest. Comment expliquer cette réélection du président de la Banque africaine de développement? Je voudrais féliciter le président Adesina pour sa brillante réélection et remercier tous les gouverneurs de la banque, notamment ceux que je rencontre au quotidien dans le cadre de mes responsabilités de directrice pour l'Afrique de l'Ouest, à savoir les ministres des Finances et du Plan, pour leur soutien renouvelé et leur confiance qui a été fortement affirmée depuis la candidature jusqu'à la réélection du président Adesina. À mon avis, sa réélection à l'unanimité des voix pour la première fois de l'histoire de la banque est due à une conjonction de facteurs parmi lesquels, bien évidemment, les résultats probants de la banque dans sa stratégie menée entre 2015 et 2020. Et je voudrais citer peut-être quelques-unes de ces réalisations. Ce sont notamment plus de 335 millions d'habitants qui ont ressenti l'impact direct des interventions de la banque. Donc, que ce soit dans le domaine de l'énergie ou avec les investissements de la banque, plus de 18 millions d'habitants ont eu accès à l'énergie et à l'électricité. C'est également plus de 100 millions d'Africains qui ont eu accès à des moyens de transport améliorés. Ce sont plus de 15 millions d'opérateurs qui ont eu accès à des financements à travers les lignes de crédit que nous mettons à la disposition des banques en Afrique. Mais ce sont également de nombreux millions d'Africains, plus de 60 millions d'Africains qui ont eu accès à des infrastructures d'eau et d'assainissement améliorées encore une fois. Et puis, je voudrais également signaler le fait que les investissements en direction des opérateurs purement privés ont augmenté de près de 40% entre 2015 et 2019. Donc, c'est dire que la banque est une banque qui a toujours été aux côtés des pays africains, mais qui a également développé une forte activité en direction des opérateurs privés. Quels sont les défis qui s'imposent aujourd'hui au président de la Banque africaine de développement après sa réélection? Cette réélection s'est faite dans un environnement, dans un contexte quand même difficile. C'est le contexte de la pandémie du Covid-19 qui a vraiment déstabilisé toutes les projections et toutes les excellentes perspectives que le continent avait. Vous le savez, c'est probablement la récession pour la première fois depuis des décennies, 25 ans. Le continent, en cela, n'est pas épargné puisque plusieurs autres pays au monde, d'ailleurs, peut-être souffrent un petit peu plus que le continent. Donc, il y a d'abord la bonne gestion de cette pandémie mondiale et c'était un accompagnement particulier que nous devons faire aux côtés des pays. Mais pour nous, il y a également une belle lueur d'espoir qui est la mise en œuvre opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Et pour nous, c'est probablement la meilleure chose qui pouvait arriver au continent dans ce contexte. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la possibilité pour les pays africains donc d'échanger entre eux. C'est un large marché, le plus large marché au monde, non seulement en termes de pays, de nombre de pays, mais également la valeur totale de ce marché. Donc, pour nous, cela constitue vraiment une bonne réponse également à une préservation contre les chocs exogènes auxquels nous avons assisté. Vous avez vu que nous avons constaté une rupture dans toutes les chaînes de valeur, dans les chaînes d'approvisionnement, et l'Afrique a réellement une opportunité de constituer justement ce grand ensemble qui nous permettra d'être beaucoup plus forts ensemble et donc de pouvoir mieux résister aux secousses exogènes. Donc, pour nous, nous avons commencé à accompagner le secrétariat qui va veiller à la mise en œuvre de cette zone de libre-échange avec un don de 5 millions de dollars, mais également c'est d'accompagner chaque pays
individuellement pour veiller à ce que chaque pays soit dans un contrat gagnant-gagnant par leur adhésion à cette zone de libre-échange. Évidemment, et je l'ai déjà dit, la mise en œuvre des 5 priorités, elle continue. Ces 5 priorités ont toujours leur pertinence et nous allons continuer à travailler pour veiller à ce que l'Afrique ne soit plus dans l'obscurité. Nous allons veiller à ce que l'agriculture non seulement nous permette d'assurer une meilleure sécurité alimentaire, mais nous permette également de créer des richesses dans le monde rural, de créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes notamment. Nous allons continuer à veiller à ce que l'Afrique s'intègre davantage. Je l'ai dit, l'opportunité, c'est cette zone de libre-échange. L'industrialisation de l'Afrique, parce que ce sont des produits que nous allons devoir échanger entre nous, ce sont des services. Donc, chaque pays doit pouvoir effectivement apporter à l'ensemble tout ce dont il est capable, et nous allons continuer à le faire. Et puis enfin, améliorer les conditions de vie. Pour nous, c'est vraiment la finalité de tout ce que nous essayons de faire. Avez-vous déjà travaillé sur des plans de prévention pour maîtriser les pandémies? Tout le travail que nous avons fait, et je dois dire que le travail s'est fait aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional. Donc, par exemple, si je parle de l'Afrique de l'Ouest, permettez que je parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est la région dont je m'occupe depuis quelques années maintenant. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notre réponse a également associé la communauté, la CEDEAO. Donc, nous avons mis à la disposition de la CEDEAO des ressources pour effectivement aider à mettre en place des systèmes de surveillance et d'alerte, et pour veiller effectivement à ce que nous ne soyons plus surpris et que nos États soient mieux préparés. Nous avons également travaillé avec l'organisation du G5 Sahel, à la disposition de laquelle nous avons également mis des ressources. Au total, entre ces deux institutions, c'est à peu près 50 millions de dollars qui ont été mis à la disposition de ces deux institutions pour justement veiller à avoir un système de surveillance, d'alerte et de préparation pour le suivi et des contacts, pour également travailler sur la communication, y compris la communication communautaire, pardon. Donc, réellement, nous pensons que nous pourrions sortir de cette crise beaucoup plus fort que nous n'y étions rentrés, et nous devons également saluer le très bon travail, l'excellente collaboration, évidemment, avec l'OMS, ainsi qu'avec le Centre africain de contrôle des maladies. Je crois que c'est comme ça que l'on dit en français, Africa Center Disease Control. Là aussi, nous avons établi des partenariats qui s'inscrivent dans la durée pour justement veiller à ce que nous ne soyons plus pris de court et aussi fortement frappés par cette pandémie. Comment la Banque africaine de développement a-t-elle géré la question de la dette africaine? Nous pensons que la dette africaine elle a eu tendance effectivement à accélérer au cours des dernières années. Elle nous semblait quand même relativement gérable, avec des taux autour de 40-50% des PIB. Mais effectivement, avec la détérioration des grands indicateurs macroéconomiques dans la plupart des pays, avec le ralentissement de la croissance, des marges budgétaires beaucoup plus réduites, le fardeau de la dette devient une préoccupation réelle. Donc, nous suivons avec beaucoup d'attention et participons à l'initiative des envoyés spéciaux de l'Union européenne qui vise à mener à une réduction de la dette de 300 milliards de dollars, qui, somme toute, reste quand même un montant très limité quand on observe l'ampleur des différents stimuli qui ont été mis en place dans la plupart des pays. Je pense que l'Afrique pourrait bénéficier de ces 300 milliards. C'est un exercice difficile parce qu'il s'agit de différents créanciers, mais nous savons qu'il y a une bonne volonté de tous les acteurs de veiller à ce que les progrès que le continent a réalisés au cours des dernières années ne soient pas remis en cause de façon irréversible.